En Europe, mais aussi dans le monde, on ne peut nier la présence de plus en plus significative de l'extrême droite. Grâce aux réseaux sociaux, son discours a évidemment gagné du terrain, son idéologie s'est affûtée et séparée de nouveaux habits pour coller à son époque. Mais n'est-elle pas fondamentalement restée fidèle à ce qu'elle a toujours été? On se pose la question ce soir dans Libre Ensemble. Libre Ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. Bienvenue, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir et d'accueillir mes invités ce soir pour parler de l'actualité chaude et brûlante, toute récente, par exemple avec Jürgen Konings, ce militaire en fuite devenu l'icône anti-système de l'extrême droite complotiste et qui n'est qu'un exemple des multiples formes que la bête extrême droite peut prendre. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir 3 invités pour débattre de cette question de la montée de l'extrême droite en Europe et chez nous. Bienvenue à Benjamin Biard. Bonsoir. Bonsoir Benjamin. Vous êtes docteur en sciences politiques, chargé de recherche au CRISP, le Centre de recherche et d'information sociopolitique. Vous avez dirigé et rédigé plusieurs études sur l'extrême droite en Europe occidentale depuis 2004, nous allons le voir. Il y a aussi Lionel Rubin. Bonsoir Lionel. Bonsoir. Vous êtes chargé de projet pour la cellule études et stratégies du Centre d'action laïque et avec votre collègue François Fink, vous avez créé un site internet, une carte faisant l'état de santé et l'état des lieux de l'extrême droite chez nous en Europe. Et Philippe Évrard. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Vous êtes directeur des territoires de la mémoire à Liège, un centre d'éducation à la résistance et à la citoyenneté créé par d'anciens prisonniers politiques rescapés de camps nazis et qui effectue depuis de nombreuses années un travail de mémoire remarquable auprès des enfants, des jeunes et des adultes. Première question à vous, Benjamin Biard. On va commencer par un état des lieux, justement, et ce visage de l'extrême droite qui aurait changé, mais avec une idéologie qui derrière reste la même depuis la Révolution française, en quelque sorte. Refus des valeurs égalitaires, pensée anti-lumière, anti-droit humain universel, complotisme. Elle a juste muté. Et aujourd'hui, on le voit avec les fans de Jürgen, qui abordent des pancartes accusant les politiciens corrompus et les médias menteurs, vieux discours remis à la sauce crise Covid. Vous dites que l'extrême droite, Benjamin, peut être multiforme, protéiforme, elle peut être néo-nazie, national-populiste, eurosceptique, traditionnaliste, intégriste, religieuse, ou enfin relevant du gramscisme de droite, en référence à Antonio Gramsci, philosophe politique italien du début du XXe siècle, fondateur du Parti communiste italien. Aujourd'hui, quand on étudie l'extrême droite, qu'est-ce qu'on peut en dire? Beaucoup de choses, mais en résumé. Beaucoup de choses, et je dirais d'ailleurs qu'on étudie plutôt les extrêmes droites, dans le sens où l'extrême droite partisane a certes, en tout cas en partie, évolué. Les majeures partis d'extrême droite que l'on rencontre en Europe occidentale, centrale et orientale tentent de se normaliser ces dernières années, depuis je dirais une vingtaine d'années, à partir de la fin des années 90, où ils tentent de se légitimer pour gagner accès au pouvoir et exercer une influence directe sur la fabrique des politiques publiques. Mais l'extrême droite ne se limite pas aux partis politiques, bien sûr. On retrouve des individus isolés parfois, ou qui paraissent isolés, qui tentent de passer à l'action. Et là, je fais bien sûr référence à Jürgen Konings en lien avec l'actualité, bien sûr, mais des organisations d'extrême droite. Il y a quelques mois, l'organisation française Génération Identitaire a été dissoute sur décision du gouvernement français. On peut penser à Skilden-Vrienden, aujourd'hui en Belgique aussi. Organisation d'ailleurs que certains souhaiteraient voir dissoute également sur la base de la loi de 1934. Donc l'extrême droite ou les extrêmes droites sont effectivement particulièrement variées, avec des objectifs tantôt de conquête du pouvoir, d'exercice du pouvoir, et d'un autre côté, plutôt d'un exercice d'une influence sur le pouvoir, à travers, par exemple, des actions choc réalisées sur le terrain. Et alors, pourquoi est-ce que ces groupes d'extrême droite, comme vous le dites, plus que des partis même, portent un discours qui tombe bien dans les oreilles de certains. On le voit, Jürgen Konings a du soutien autour de lui. Une page Facebook qui a été fermée il y a quelques jours, mais qui affichait 44 000 participants quand même. Donc, qu'est-ce qui tombe bien dans l'oreille aujourd'hui et que l'extrême droite utilise? Alors, il y a plusieurs éléments, mais je pense que l'élément principal, sans doute, c'est le fait que Jürgen Konings incarne d'une certaine manière, c'est ce qu'il souhaite en tout cas, la résistance face à ce qu'ils appellent le nouvel ordre mondial, face à, d'une certaine manière, une élite qui serait occupée à instaurer ses propres règles dans la société. C'est finalement à toutes les personnes qui ont perdu confiance à l'égard du fonctionnement de la démocratie, des représentants, de la démocratie représentative en soi, en réalité, que l'extrême droite s'adresse. Et donc, effectivement, aujourd'hui, derrière Jürgen Konings, il y a toutes ces personnes qui sont méfiantes non seulement à l'égard des décisions qui ont été adoptées dans le cadre de cette crise sanitaire, mais
c'est déjà antérieur à cette crise sanitaire, mais aussi à l'égard de celles et ceux qui prennent ces décisions. Rappelons que le Vlaams Belang a beaucoup surfé sur cela, notamment au mois de septembre, lorsqu'il s'opposait à la formation du gouvernement fédéral actuel, le gouvernement De Croo, en prétendant qu'il n'est pas légitime parce qu'il ne bénéficie pas d'une majorité au sein du groupe linguistique néerlandais. Tout ça, évidemment, fait écho au sein d'une partie de la population qui ne se sent pas représentée et qui donc, je dirais, est caractérisée par une méfiance de plus en plus importante à l'égard des gouvernants. Bon, la crise Covid a aidé évidemment tous ces discours, cette récupération. Mais vous, ça fait des années que vous étudiez le problème aussi. Vous avez d'ailleurs collaboré, on va en reparler, au site que le Centre d'Action Laïque a mis en ligne cette semaine sur cet état des lieux en Europe de l'extrême droite. Déjà en 2004, pour le CRISP, vous faisiez un état des lieux européen avec les pays. On va en reparler avec Philippe Évrard également. Quelles sont, je dirais, les grandes thématiques qui on peut en dresser, qui rejoignent tous ces mouvements d'extrême droite en Europe, ou est-ce que chaque pays a sa particularité et ses particularismes ? Alors, il y a des particularités nationales, mais il y a aussi des particularités au sein d'un pays. L'extrême droite flamande n'est pas la même nécessairement que l'extrême droite qu'on retrouve en Belgique francophone. En Flandre, l'extrême droite est souvent nationaliste, voire indépendantiste. Souvenons-nous que le Vlaams Belang a d'abord été créé comme parti visant à l'indépendance de la Belgique sur fond de désaccord par rapport au pacte d'Egmont en 1977. Donc, il y a des grandes variétés. Malgré tout, ça permet quand même, on peut quand même définir l'extrême droite sur la base de quelques grands critères qui sont transversaux, je dirais, que l'on retrouve, que ce soit en Belgique, en Bulgarie, que ce soit au niveau d'un parti politique ou d'une organisation. Peut-être rapidement ces trois critères. Le premier, c'est un inégalitarisme de fait. L'extrême droite considère qu'il existe différentes races, différentes civilisations, différentes cultures qui ne sont pas égales les unes par rapport aux autres. Le deuxième critère, c'est une vision du monde telle qu'il devrait être, une vision nationaliste, pas seulement un nationalisme régionaliste, c'est-à-dire qui visera l'indépendance d'un territoire, ça peut l'être. Je viens de citer le Vlaams Belang, on pourrait citer aussi la Ligue du Nord pendant tout un temps en Italie, mais un nationalisme aussi qui vise à une certaine homogénéité ethnique à l'intérieur d'un territoire. Et puis la troisième caractéristique, c'est la question des moyens qui peuvent être extrêmes, c'est-à-dire violents sur le plan physique. Pensons à Aube Dorée, qui il y a quelques mois encore a été reconnue comme organisation criminelle en Grèce, mais aussi des moyens violents sur le plan symbolique parfois, dont on parle parfois moins, mais qui peuvent être tout de même assez conséquents. Inégalité, nationalisme, radicalisme. Lionel Rubin, c'est les trois grandes thématiques qu'on peut retrouver sur le site internet lancé par le Centre d'Action Laïque cette semaine, que vous avez co-dirigé, co-lancé avec François Fink. Pourquoi la création de ce site ? Est-ce que vous pensiez qu'il y avait une vraie menace, notamment de sécurité intérieure, on le voit avec les groupuscules, avec Urgen, on en reparle encore une fois de plus. Est-ce que c'était urgent ? Est-ce que connaître l'extrême droite, c'est mieux y faire face ? D'après vous, est-ce qu'il faut craindre cette menace et en faire un état des lieux ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, le site qu'on a créé, il est né d'un triple objectif en réalité. Le premier, c'était, comme vous l'avez dit, c'était connaître l'extrême droite pour mieux la combattre. Si on se base sur des chiffres, sur des faits, sur une carte avec évolutive qui fait état de la situation, on peut mieux, en amont, réfléchir aux manières de combattre l'extrême droite. La deuxième chose, le deuxième objectif, ça s'inscrit dans l'éducation permanente. Il y a effectivement différentes façons de combattre l'extrême droite. Il y a un travail académique. Monsieur Biard en a parlé juste avant. Il y a le militantisme. Ici, on est plus dans la création d'un outil pédagogique qui va permettre de vulgariser en réalité la lutte contre l'extrême droite. Et enfin, le troisième objectif, c'est une fiabilité des connaissances et de se dire... Mais maintenant, on ne peut plus minimiser, face aux chiffres et aux faits, on ne peut plus minimiser la présence de l'extrême droite ici en Europe. On a ce type de site qui montre clairement que l'extrême droite, dans quasi tous les pays européens, est dans les parlements et donc peut influencer l'agenda parlementaire, peut influencer les différents partis, peut participer au pouvoir ou soutenir les différents gouvernements. Donc ça, c'est les triples objectifs.
Au niveau des signaux et des raisons pour lesquelles ce site est né, il y a évidemment différents signaux. On a parlé de la cavalcade de Jürgen Konings. Il y a le chant antisémite à Bruges il y a quelques semaines. On a plus loin, on a eu un incendie d'un centre d'accueil de réfugiés en septembre ou en octobre dernier. Donc on se rend compte en fait au fur et à mesure des mois et des années que ce sont plus des événements qui sont isolés, mais c'est une succession d'événements qui, toutes les semaines, voire tous les mois, en fait, commencent à créer une sorte d'environnement, un climat où, en tout cas, propice et favorable aux idées et à la propagation des idées d'extrême droite, quoi. Surtout la période de crise que nous vivons actuellement et depuis une grosse année, évidemment, j'imagine que vous vous êtes dit, là maintenant, il va falloir faire quelque chose. À qui s'adresse ce site ? Bon, il s'adresse, je dirais, à tout le monde, évidemment, en particulier à ceux qui veulent avoir un œil et une idée assez rapide et complète de l'état des lieux de l'extrême droite en Europe. Il y a évidemment tout le travail académique très dense de M. Billard, par exemple, qui permet de s'adresser là plus aux fins connaisseurs, je vais dire. Mais après, ici, l'idée, c'était d'être suffisamment complet pour offrir des éléments fiables et se faire une idée rapide de l'état des lieux de l'extrême droite en Europe. Il y a des codes couleurs et une liste de pays. Bon, il y a la carte générale, on peut cliquer sur chaque pays. Et puis, il y a un déroulé avec le pays de son choix, je dirais, en Union européenne. Voilà. L'idée, c'était effectivement d'abord d'être très visuel et de montrer qu'effectivement, en un clin d'œil, on avait... il fallait se montrer vigilant par rapport à l'état de notre démocratie. Donc effectivement, on a une carte d'Europe avec un code couleur, avec la participation de l'extrême droite et donc une graduation des couleurs en fonction de la participation de l'extrême droite dans les différents gouvernements ou leur présence dans les différents parlements. Et à côté de ça, on a effectivement une analyse par pays, mais qui est complète et fiable, mais qui n'est pas trop dense pour permettre justement à tout un chacun d'avoir les premières informations et puis d'après aller beaucoup plus loin pour creuser par pays selon ses volontés. Première chose qui saute aux yeux, on en parlait off record avec Philippe Évrard, Benjamin et vous, Lionel, c'est que l'extrême droite est présente partout. Alors, à de rares exceptions près, quelques pays comme l'Islande, l'Irlande, je pense, elle est non seulement souvent au pouvoir, mais en tout cas dans des assemblées avec quelques sièges. Elle est un petit peu partout en Europe. Alors effectivement, c'est le gros constat en fait, c'est que ça permet de visualiser, de se rendre compte que l'extrême droite, les mouvements politiques, les partis politiques d'extrême droite en Europe sont quasi présents dans tous les pays. Alors à des degrés divers de participation, il y en a clairement qui font partie des gouvernements, mais surtout ce qui est important, c'est que quand on analyse un petit peu plus en profondeur, on se rend compte que quel que soit le degré de présence et de participation, on a généralement, de toute façon, une influence sur la politique nationale. Que ce soit parce que ça met la pression sur les autres partis, que ce soit parce qu'ils inscrivent à l'agenda parlementaire certains débats. Et donc, on a quand même, peu importe le degré de participation, on a cet impact, cette conséquence, si vous voulez, de l'extrême droite politique dans nos démocraties européennes. Oui. Philippe Évrard, vous avez collaboré, participé à l'élaboration de ce site Internet. Mais au territoire de la mémoire, évidemment, on n'a pas attendu ce site et ce constat de cette semaine, vous le dites depuis des années, plus jamais ça. Mais est-ce que c'est encore plus vrai aujourd'hui qu'il y a 5 ou 10 ans, pensez-vous ? C'est le constat en tout cas que nos équipes font depuis plus de 25 ans maintenant, que les membres fondateurs font. En 93, quand des démocrates du Centre d'Action Laïque et d'anciens résistants s'étaient rassemblés pour créer les territoires de la mémoire, c'était 2 ans après le premier dimanche noir. Et c'était le premier dimanche noir. Et depuis, quand on regarde un peu l'histoire de Belgique, on peut presque dire qu'il y en a eu 3 autres. Et lorsqu'on regarde la carte de l'Europe, effectivement, on constate que sur les pays analysés dans l'excellente étude, et je voudrais ici souligner et remercier le CAL pour ce travail, on voit qu'il y a 21 pays sur la carte où l'extrême droite est soit au pouvoir, soit en coalition au pouvoir, soit représentée au Parlement, et 4, comme vous le disiez, où elle n'est pas représentée. Donc il y a un sentiment, et je crois une objectivité dans cette analyse, d'une augmentation progressive du nombre de partis. Et alors,
de manière encore plus diffuse, et comme le disait Lionel Rubin, la propagation des idées. C'est-à-dire que lorsqu'elle n'est pas au pouvoir, clairement, on voit une appropriation par tous les partis, que ce soit sur la visée sécuritaire, les questions d'immigration, une appropriation des thématiques. On s'offusquait il y a quelques années des 70 points du programme du Vlaams-Belang, et puis quand on en regarde aujourd'hui, la majorité sont passés dans la vie politique traditionnelle de la plupart des partis dits démocratiques. Donc il y a une perméabilité qui est très très inquiétante et qui nous inquiète particulièrement. Oui. Avec évidemment, hein, on le voit et on l'étudie, Benjamin, vous allez évidemment me confirmer, avec des mots qui n'ont plus cours. Hein. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, évidemment, il y a des mots qu'on n'utilise plus aujourd'hui qui feraient peur. Hein. Mais sur le terrain, vous, au territoire de la mémoire, qui avez vraiment une action réelle avec les jeunes et sur le terrain, qu'est-ce qu'on remarque et qu'est-ce que le public connaît de l'extrême droite ? Est-ce qu'on sait que la montée est là et que le danger est là ou pas encore forcément ? Alors, deux choses. La première, c'est la question du travail de mémoire. Donc, combattre l'extrême droite et résister au danger et à la propagation des idées liberticides, ça passe par un travail de mémoire. Travail de mémoire, ça se distingue un peu du devoir de mémoire, dans le sens où il y a un lien permanent qui est fait avec l'actualité pour questionner, pour décoder, certes pour éviter de reproduire les erreurs du passé, mais pour comprendre et décoder ce qui nous entoure. Et là, un élément très important, c'est que Hitler, pour beaucoup des jeunes qui viennent visiter l'exposition Plus jamais ça, parcours dans les camps nazis pour résister aujourd'hui, Hitler ne devient plus qu'un nom, puisque les passeurs de mémoire, les anciens résistants ont disparu. Il n'y a plus de paroles directes, de témoignages directs. Et puis, on voit aussi, par exemple, dans l'enseignement secondaire professionnel, la Seconde Guerre mondiale n'est plus un point traité de manière obligatoire dans le cursus. Et donc cette histoire s'éloigne. Alors c'est tout le travail des territoires qui en ont pris conscience il y a 25 ans pour exister, mais c'est un premier point d'attention pour les jeunes. La deuxième, c'est qu'effectivement, on a la sensation lors des débriefings du parcours, et on accueille environ 15 000 personnes par an dans l'exposition, dont une majorité de jeunes, on a la sensation qu'il n'y a pas la perception du danger. Donc il y a une analyse, on peut dire est-ce qu'elle est juste ou pas, peu nous importe, mais que les invités partagent aujourd'hui, c'est un désenchantement par rapport à la politique, une inquiétude, une sensation de ne pas être écouté. Et certes, on peut trouver 40 000 raisons à ça, mais il faut en être conscient, et je pense que c'est aussi une marche démocratique qui est un peu inéluctable malheureusement. Mais par contre, je pense que lorsque les jeunes portent ce discours, tout le monde, je ne veux pas stigmatiser, mais là on parle du parcours et la question portée là-dessus, effectivement il y a peu de perception du rapport de force qui s'établit, c'est-à-dire que quand on reprend les trois critères que Benjamin énonçait tout à l'heure, inégalité, nationalisme et radicalisme, dans les trois cas, il y a un rapport de force et une sensation de supériorité. Alors l'inégalité, c'est penser à terme que sa culture soit le genre dont on est porteur, etc., est supérieur à l'autre. Ça peut être le sentiment de supériorité par une peur initiale ou par une volonté de domination, mais dans les deux cas, en tout cas, il y a un sentiment qui apparaît. Le nationalisme, c'est toujours en définissant un ennemi extérieur et donc en pensant que notre nation doit être soit supérieure, soit doit être défendue. Donc dans tous les cas, il y a encore un rapport de domination. Et alors le radicalisme, celui-là, c'est un critère de forme et je trouve qu'il est très intéressant, particulièrement lorsqu'on est laïque, qu'on cherche à développer l'esprit critique, la culture du dialogue et la qualité des débats. C'est que dans le radicalisme, on retrouve une certitude de son point de vue, qui laisse très peu de place au doute, qui, comme le dit le plan d'action d'ailleurs du Centre d'action laïque, ne permet plus la tenue de débats sereins. Et on constate souvent que dans les formes radicales, et là l'extrême droite en est vraiment la plus porteuse, il y a une forme de déshumanisation de l'autre. Il y a une certitude que le point de vue est correct, et l'autre devient le représentant d'une institution, d'un pouvoir qu'il faut abattre. Donc il n'y a même plus une capacité de dialoguer entre êtres humains. Et là, donc ces rapports de force, ces rapports de violence, on a l'impression que nos publics n'en perçoivent pas toujours la réalité qui se cache derrière les discours. Et la portée, et malheureusement l'exemple que l'on vit pour l'instant avec Jürgen Konings. Il faut que l'actualité nous remonte au visage pour... Et ça doit servir à décoder ça. Voilà, exactement. Benjamin,
Quand Philippe Evrard parle d'inégalité, nationalisme, radicalisme, est-ce que pour vous, il y a une des formes plus importantes que l'autre, un de ces éléments plus forts que l'autre, ou en fonction des pays, ça peut changer? Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on analyse par exemple que l'Irlande ou l'Islande sont de bons élèves en matière de non-montée d'extrême droite, j'ai envie de dire, et pourtant les facteurs de propagande populiste, complotiste et autres sont là. Hein. Il y a quand même un impact particulièrement fort de la crise de 2008, une perte de confiance envers le système politique, une vague d'émigration. Et pourtant, ces pays-là sont moins touchés. Pourquoi? Dans votre étude, vous dites par exemple que ces pays-là ont déjà des partis très nationalistes. Donc la place est prise. Est-ce que, la Lituanie aussi d'ailleurs, mais c'est un danger qui approche, vous dites. Est-ce que c'est ça en fait? C'est que dès qu'un parti est un peu plus nationaliste, il protège de l'extrême droite. C'est quand même un petit peu malheureux, mais ça... Alors, en partie, et d'ailleurs, on peut citer le cas grec aussi, où l'an dernier, en juillet 2019, les partis d'extrême droite ont connu un recul électoral assez significatif, notamment après que le parti ANEL ait participé à une coalition avec Syriza, parce que, notamment, le parti de droite plus classique a radicalisé aussi son discours et, d'ailleurs, a intégré certains transfuges de partis d'extrême droite en son sein. Et donc, il y a une capacité ici à récupérer des électeurs issus de l'extrême droite. Je rappellerai peut-être quand même qu'il ne faut pas non plus croire que certains pays sont immunisés contre l'extrême droite de manière définitive, dans le sens où on a abordé l'Irlande, l'Islande, on peut parler du Portugal, tiens, ça commence d'ailleurs à évoluer avec le parti Chega depuis quelques mois notamment. On voit que dans certains pays, l'évolution peut être assez rapide, assez drastique. Je pense ici notamment à l'Espagne. Depuis la chute de la dictature franquiste, on a cru que c'était un pays qui n'allait plus connaître de représentation d'extrême droite au sein du Parlement pendant très longtemps. Alors, pendant quand même quelques dizaines d'années, et puis soudainement, avec l'apparition de Vox en 2013, dans un contexte qui n'était pas nécessairement celui de l'extrême droite, mais qui était lié à la crise catalane, on voit que Vox parvient très rapidement à se développer, à remporter différents scrutins. En 2019, l'Espagne connaît 2 scrutins lors de la même année. Il parvient à doubler le nombre de parlementaires entre ces 2 scrutins, donc simplement en quelques mois. On pourrait prendre l'exemple de l'Allemagne, qui est peut-être encore plus parlant, où l'extrême droite est absente du Parlement national depuis la Seconde Guerre mondiale et où, depuis 2017, l'AfD, comme on l'appelle, l'alternative pour l'Allemagne, parvient à enregistrer des scores particulièrement importants. Donc il faut être particulièrement prudent, que ce soit par rapport au cas islandais, irlandais, de la Belgique francophone aussi, dont on pourrait évidemment parler, où on a l'impression qu'elle est absente. Il existe quelques partis qui sont plus des groupuscules d'extrême droite pour le moment, mais qui pourraient très rapidement se structurer davantage, se former, se développer et éventuellement s'imposer dans le paysage politique. Philippe Evrard, vous vouliez faire une réflexion? Oui, par rapport à votre question, c'est celle justement que le Conseil d'administration des territoires de la mémoire se pose depuis 2-3 ans, parce que c'est la question des critères et de leur combinaison, voire de leur importance. Sur une échelle, on pourrait imaginer une échelle du risque liberticide d'un discours. Et ce qui est particulier avec l'extrême droite, c'est que chacun des 3 éléments pris isolément, inégalitarisme, radicalisme, nationalisme, est déjà en soi, bien sûr, un risque liberticide fort. Ce qui est particulier avec l'extrême droite, c'est qu'elle les combine tous les 3. Et ce que le conseil d'administration est en train de se demander, en évaluant plusieurs notes de partis politiques ou projets pour l'instant, c'est de voir comment combiner ces critères. Alors je m'explique. On peut avoir parfois un parti qui intrinsèquement, dans son projet, indépendamment même, ou même en les combinant avec ses discours, est fondamentalement liberticide. Le Parti populaire, il y a 3 ans, avait endormi un peu tout le monde, et puis on s'est réveillé avant les élections en se rendant compte qu'il avait fortement glissé. Et lorsqu'on analysait l'ensemble de son programme, tous les critères étaient cochés. Et puis il restera à savoir, effectivement, si un projet politique qui s'appuierait par exemple sur une seule de ces caractéristiques est liberticide ou pas. Donc par exemple, quid d'un pouvoir basé sur la seule inégalité entre les groupes d'individus, un État ségrégationniste, et il faut se concentrer pour le dire. Quid d'un État basé sur un nationalisme fort, un État nationaliste, on en parlait, mais aussi sur une vision radicale. Et là, on est dans les États dictatoriaux, totalitaires, quelle que soit l'idéologie politique qui a nourri leur situation. Donc cette grille est vraiment pour nous un guide, et pour le moment nous sommes en train d'analyser le programme de la NVA, et c'est
ça livre aussi, mais on a un conseil d'administration en juin, des premières analyses très, très, très intéressantes et très fines, a priori. Lionel Rubin, justement, c'est un peu la grille d'analyse aussi de ce site internet, du Centre d'action laïque. Notamment, vous mettez en garde sur justement ces risques liberticides. Quels sont les pays en Europe qu'il faut vraiment garder à l'œil là maintenant? Faites-nous un petit état des lieux. Mais il y a, en tout cas dans l'avenir, il y a, à mon sens, il y a 4 pays qui vont être intéressants à analyser dans les 12 prochains mois. Les 2 premiers, c'est la France et l'Allemagne. Ce sont 2 mastodontes qui, généralement, peuvent aussi servir de boussole en Europe. On a les premiers sondages qui sont sortis en Allemagne il y a quelques jours. Ça semblerait être immunisé quand même, globalement, mais bon, on n'est jamais à l'abri. C'est en tout cas un pays dont il faudra faire attention. La France est super intéressant parce qu'on va voir si elle va franchir le pas de l'extrême droite avec un terrain finalement qui est assez favorable, une gauche inexistante maintenant, un président Emmanuel Macron qui ne reçoit pas l'assentiment de la population parce qu'il est identifié à la pandémie et aux gilets jaunes, et donc en termes de contestation, il peut évidemment subir tout ça, et donc ça pourrait laisser le champ à l'extrême droite. Donc il va falloir vérifier si la France va sauter le pas, ça peut être intéressant. 2 autres pays, il y a d'une part la Hongrie, parce que Viktor Orban va probablement être reconduit, puisque l'opposition est muselée, voire inexistante. Ce qui va être intéressant, par contre, c'est dans sa reconduction de voir s'il va continuer à mener des politiques de cette sorte, de manière encore plus accentuée. On parle notamment de l'invisibilité des communautés homosexuelles, etc., du retour aux valeurs chrétiennes, etc. Donc tout ça, ça va être assez intéressant. Le droit des femmes, évidemment. La lutte contre l'immigration, etc. Et alors, un dernier pays qui me semble assez symbolique aussi, c'est la Suède. Pourquoi ? Parce que dans quelques mois, il va y avoir de nouveau des élections nationales en Suède. Les précédentes élections en Suède, la droite traditionnelle avait refusé l'alliance avec l'extrême droite et s'était tournée vers le centre-gauche. Il y a quelques semaines, ils ont annoncé une alliance, notamment sur un projet de loi contre l'immigration avec l'extrême droite. Et ils ont annoncé une potentielle alliance pour les prochaines élections. Et donc là, ce qui va être intéressant, c'est de voir en fait l'attitude d'une droite traditionnelle et de voir le curseur qu'elle va mettre. Est-ce qu'elle va continuer à refuser l'alliance avec l'extrême droite, ou au contraire, est-ce qu'elle va se dire, cette fois-ci, on va tenter l'alliance avec l'extrême droite, on y va et on va essayer évidemment d'accéder aux responsabilités. Tout ça, vous le tenez à l'œil, vous le tiendrez à l'œil tous les 3. Il nous reste 45 secondes environ. J'aimerais le mot de la fin tout de même. C'est ardu. Comment lutter contre l'extrême droite, si ce n'est en parler. Alors, cordon sanitaire ou pas cordon sanitaire, messieurs, de 1. Et comment lutter? Porter le triangle rouge, va me dire Philippe Evrard. Et voilà, mot de la fin, qui veut? Moi, je vais effectivement embrayer. On parlait tantôt de citoyenneté. Je pense qu'il y a effectivement ce focus sur la jeunesse qui est un travail constant qu'il faut faire tout le temps. Et donc, je pense que 2 heures de philosophie et de citoyenneté, c'est en tout cas une des pistes qui va permettre de connaître les institutions, de connaître les bienfaits et les progrès de nos démocraties, d'exercer sa citoyenneté. Et je pense que c'est essentiel, c'est en tout cas une des pistes de solution. Une deuxième, c'est effectivement affronter. Maintenant, il faut affronter ce discours de l'extrême droite. Il ne faut pas le mettre sous cloche. Il faut aller sur le terrain. Les politiques doivent aller sur le terrain. Nous, dans nos cercles d'amis, le vendredi soir avec les copains, il faut maintenant ne rien laisser passer. L'extrême droite, elle est présente, les idées sont banalisées, parfois légitimées, et donc il faut effectivement faire ce travail harassant, continu de lutte contre les idées d'extrême droite. Philippe Evrard ? Oui, je voudrais dire qu'on n'a pas toujours les moyens ou l'envie de s'engager dans des longues discussions parfois houleuses. Il faut le faire, mais on n'est pas tous en capacité de le faire ou d'agir sur le terrain. Et face aux discours faciles, haineux, racistes, sexistes ou liberticides, parfois, comme sur les réseaux sociaux, marquer simplement un stop, je ne suis pas d'accord et je suis incapable de t'argumenter pourquoi, mais ce ne sont pas mes valeurs dont tu parles là, stop, ça peut être suffisant et notamment porter le triangle rouge, ça permet discrètement, parce que c'est un petit pins, de dire aussi qu'on a une désapprobation par rapport à ce type d'idées, effectivement. Très bien. Benjamin Billard, mot de la fin. Je pense que questionner l'efficacité de différents outils, vous avez cité le cordon sanitaire, on peut parler des cordons sanitaires, politique d'un côté, médiatique de l'autre, est intéressant, mais selon l'objectif poursuivi. Le cordon sanitaire médiatique est efficace dans la lutte contre l'organisation ou les organisations d'extrême droite, pas nécessairement vis-à-vis de l'idéologie d'extrême droite qui, elle, persiste dans la société. Il ne faudrait pas croire
que l'absence d'organisation d'extrême droite structurée signifie qu'il y a une absence d'idéologie d'extrême droite, car, comme cela a été souligné d'ailleurs très justement, elle demeure influente, notamment sur celles et ceux qui prennent des décisions et qui ne sont pas nécessairement issus de l'extrême droite traditionnelle. Et moi je dirais en conclusion qu'il faut évidemment aller voir le parcours des territoires de la mémoire, plus jamais ça, à la Cité Miroir, et consulter le site conjoint créé par le Centre d'Action Laïque, mais conjoint avec les territoires de la mémoire, qui est, Lionel ? extrême-droite-europe.be. Voilà, merci à vous trois d'avoir été là. Philippe Evrard, Benjamin Billard et Lionel Rubin, merci à vous tous de nous avoir suivis. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité. À très bientôt. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir.